En mars 2018, Vladimir Poutine dévoilait de nouvelles armes, soit en projet, soit en test, soit en prédotation, de nouvelles armes russes qui donnaient un avantage certain, tactiquement et stratégiquement à la Russie, qui démontraient que la Russie était arrivée à maturité technologique et avait comblé son retard, mais même mieux, qui permettaient à la Russie de forcer les autres grands qui sont dans la course à l'armement, à savoir USA, Chine et France. Ce sont les trois pays qui sont sur le plus de spectre possible. Enfin, comment dire ça? Dans le spectre de l'armement, bah, ce sont les trois pays qui sont un petit peu partout avec la Russie. On pourrait citer la Grande-Bretagne, on pourrait citer Israël, on pourrait citer l'Inde pour deux, trois trucs, mais on va parler aujourd'hui sur deux vidéos d'ailleurs, hein. La première vidéo parlera uniquement des armes russes, hein, et ce qu'elles sont devenues. On va parler que de ces quatre pays-là. Russie, Chine, France et USA. La Russie, en dévoilant ses armes, disait à tout le monde, et les amis, le futur, c'est pas la furtivité. La cinquième génération, c'est nous maintenant. C'est l'hypersonique. C'est la manœuvrabilité. C'est tout un tas de choses. C'est la permanence grâce à des réacteurs nucléaires. Jusque-là, les Américains dirigeaient cette course, impulsaient cette course et donc fatiguaient les autres, lancer des projets, lancer, développer des concepts, le concept de deux avions, un avion de suprématie aérienne, un avion omnirôle, le concept de certains missiles. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Et puis dans les années 90, le concept de furtivité qui commençait à arriver, le concept de cinquième génération qui commençait à arriver, le concept d'ABM qui donnera lieu au global conventionnel global Prompt Strike des années 2000. En 2018, les Russes ont repris la main sur ce petit peloton, ce petit groupe étau, en impulsant un nouveau rythme sur d'autres concepts qui sont de cinquième et de sixième génération. Ce discours peut être interprété, alors, quand tu as de nouvelles armes, et des armes qui te donnent un avantage technologique certain, parce que je vous rappelle que l'hypersonique, les missiles hypersoniques sont inarrêtables, hein, avec les systèmes antiaériens classiques. Donc un Kinjal, ton système Aegis en face, il ne peut pas l'arrêter, il va trop vite. Donc il n'y a pas de parade. L'épée, cette fois, n'a pas, pendant un certain temps, l'épée n'a pas de bouclier en face. Elle pourrait en profiter, même s'il y a d'autres systèmes de dissuasion qui font que Poutine ne va pas déclarer la guerre. Deux possibilités. Soit tu as des armes nouvelles, tu les gardes et tu t'attends à une guerre où tu vas provoquer une guerre et tu vas surprendre. Soit tu as des armes nouvelles qui montrent que tu as des gros biscottos et tu les montres à tout le monde pour éviter une guerre. Si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ce qu'a fait Poutine en mars 2018. Depuis, on en a très peu parlé. Et cette première vidéo-là va assurer le suivi 2 ans après. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'était du bluff? Est-ce que c'était du lard? Est-ce que c'était du cochon? Ou est-ce que c'est une réalité? Ça permet de faire un tour d'horizon et puis de parler d'autres armements. J'aimerais attirer votre attention. Alors, regardez bien les cartes, hein, parce que nous, on a tendance à regarder les cartes de notre point de vue. Regardez les frontières, regardez la situation de la Russie par rapport aux USA, au Canada, à l'OTAN. Vous voyez tout en haut. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir avec le curseur. Regardez là aussi la carte. Vous voyez la Chine en dessous. Voilà, on ne voit pas les pôles, hein. Donc là, les deux cartes se complètent. Une carte dit beaucoup de choses sur la situation d'un pays, sur la mentalité d'une population, sur tout un tas. Enfin, dit beaucoup de choses. Et elle indique la politique de défense de pays. Parce que, hormis les USA qui ont un budget colossal, alors là, vous avez différents budgets, j'espère que ça va être lisible. Vous avez différents budgets 2018, 2017. Alors où je vous parle, les USA ont un budget de 735 milliards de dollars. 735 milliards de dollars. Le deuxième, c'est la Chine, il est à 177 milliards. Donc, hormis eux, les pays ne peuvent être bons dans tous les domaines, parer à toutes les éventualités, ne pas avoir trop capacitaire, militairement parlant, et en plus lancer des recherches dans tout un tas de projets coûteux. Ben, la Russie l'a fait. La Russie, c'est 61,4 milliards. Normalement, bon, c'est des chiffres, vous allez retenir l'ordre de grandeur, c'est des chiffres à 60 milliards de dollars de budget militaire. La France est à 64 milliards de dollars. L'OTAN est à 900 milliards de dollars et à l'intérieur, tu as les USA 735 milliards de dollars.
Donc, tu as l'ogre, hein, 735 milliards de dollars, et tu as la France et la Russie qui ont des budgets 15 fois, 12 fois et 15 fois moindres, 12 fois moindres par rapport aux USA, et 3 fois moindres par rapport à la Chine. Et tu as la Chine 177 qui est à l'intermédiaire, qui elle aussi, avec l'argent qu'elle a, bon ben, s'en sort pas mal, parce que c'est pas aussi énorme qu'on pourrait le penser. Ces budgets, il suffit pas seulement d'énumérer des budgets. Il suffit pas seulement de mettre ça en corrélation avec une carte. Budget plus carte donne politique de la défense. Mais comment comparer des budgets? Par exemple, là, je peux te dire que la Russie a plus de mérite que la France. Parce que, enfin non, c'est pas, non, non, c'est pas vrai. Non, c'est l'inverse en plus. Les USA n'ont aucun mérite. C'est un gros monstre. Ils ont 735 milliards de dollars. Et avec ça, au contraire, on le verra dans la prochaine vidéo, ils ont gaspillé cet argent dans tout un tas de concepts inutiles. Développer certains gros jouets qui ne marchent pas comme le F-35, développer des gros sous-marins comme le classe Virginia, alors que l'ère aujourd'hui est à pouvoir lancer des missiles de croisière ou des missiles nucléaires avec petits navires, petits submersibles, insubmersibles, ils se sont fourvoyés. Quand tu as 60, on va dire 60 milliards, quand tu as 60 milliards de dollars à dépenser pour ton budget militaire, tu es la Russie, tu as des frontières énormes, tu as 17 millions de kilomètres carrés, il va falloir trouver un truc. Tu peux pas être bon en marine, tu peux pas être bon en spatial, tu peux pas être bon en armée de terre, tu peux pas être bon en force spéciale, tu peux pas être bon en balistique, tu peux pas être bon en anti-aérien et lancer tout un tas de projets. Mais la Russie a un avantage, c'est qu'elle paye ses hommes, elle paye son matériel en roubles, sa monnaie, et elle peut en émettre tant qu'elle veut. Elle a le pouvoir monétaire d'eux, donc l'État peut jouer de la planche à billets et lancer son économie. Le problème des devises, le rouble pardon, par rapport au dollar, ce problème-là, on le retrouve dans les importations. Mais la Russie peut être en autarcie, peut privilégier la production locale, comme on a pu le voir. C'est pour ça que les sanctions l'ont affecté sans l'affecter vraiment. Ce qui peut l'affecter, c'est la chute du prix du pétrole. Quand tu as 60 milliards de dollars et que tu es russe face à 60 milliards de dollars et que tu es français, tu as en fait 3 fois plus en PIB nominal. Tes soldats, tu vas les payer en roubles. C'est toi qui fabriques le rouble. Mais tu seras toujours 12 fois plus loin que les USA. Alors que tu les talonnes et que là, tu viens de les doubler. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit, la Russie a du mérite et la France en a encore plus parce que la France ne peut même pas gérer sa monnaie, c'est pas sa monnaie. Et la France paye plein pot, ses officiers payent plein pot son matériel, achète, importe. On va voir que la France se débrouille pas mal, même si elle est quatrième. Mais bon, elle est quatrième, elle est dans les quatre. Si la France avait la maîtrise de sa monnaie, elle pourrait faire 3 fois plus sur un plan militaire. C'est important à comprendre tout ça. Vous voyez, les USA, c'est plus de 1000 implantations ou bases. C'est 13 flottes nucléaires. Des flottes, c'est une cinquantaine de vaisseaux. C'est beaucoup d'argent. C'est 6 armées différentes entre l'US Army, la Navy, l'US Air Force, le corps comment on appelle ça là, des douaniers, là, pas des douaniers, des gardes frontières, les bérets verts, les gardes nationales. C'est tout un tas de projets, on va le voir là. Ma difficulté a été non pas de récupérer des données sur les armes russes, mais d'aller me retrouver dans tout le fouillis des projets américains lancés ces dernières années, réactivés, relancés, réactivés, hein, par réaction, puisque, comme je vous le montrerai dans la deuxième vidéo, ils ont 5 ans de retard en fait. Maintenant, on peut évaluer plus ou moins, hein. C'est très facile, hein. La plupart de leurs projets, c'est pour 2025. Et la plupart des projets russes, comme on va le voir, sont déjà en opération, sont déjà en dotation. Alors, pas de partout, hein. Il y a pas 40 milliards de Sukhoi 57, il n'y a pas 40 milliards de Kinjal montés sur des MiG-31, mais ils sont déjà là. Le planeur avant-garde est déjà là, il est déjà opérationnel. Alors que les autres, leurs planeurs, c'est pas avant 2021, pas avant 2025, pas avant, puis il y a 3, 4, 5 projets. Donc tenir compte de ça et tenir compte aussi voilà, de la géographie, je vous remets la carte. C'est important. Cette géographie-là, elle est importante. La Russie n'a pas besoin, elle s'est dit, j'ai pas besoin de flotte. Je veux une flotte pour défendre mes côtes, pour défendre quelques mers, mais j'ai pas besoin voilà. Voilà pourquoi la Russie n'a même pas un porte-avions, parce que c'est un porte-aéronef, l'amiral Kuznetsov, et encore.
Il devrait être à la case depuis longtemps. Elle a privilégié d'autres secteurs, des secteurs qui lui permettaient de reprendre la main. Elle n'est pas implantée partout, hormis l'intervention en Syrie, qui lui a plus rapporté d'argent qu'autre chose. Elle n'est pas implantée dans le reste du monde. Elle a fait des choix. Ces choix, c'est simple. Je suis encerclé par l'OTAN. Je dois trouver des réponses au bouclier antimissile américain. Elle a trouvé la réponse, c'est l'hypersonique. À l'encerclement OTAN qui fait qu'ils peuvent poser des missiles à côté de chez moi, j'ai même pas de temps de réaction. Comment les repousser? La Russie, elle a une chance, c'est que elle a un flanc sud-est, c'est la Chine, une énorme puissance qui est là. Et les deux, si jamais il y a une guerre, se mettront ensemble, céderont contre les Américains. Donc déjà, elle a une partie, on vous remet les cartes, pardon, elle a une partie protégée. Et c'est valable pour les Chinois qui sont dans la même configuration. Sauf qu'il y a certains petits changements, je vous en parlerai dans la deuxième vidéo, mais elle doit protéger le pôle, elle doit protéger tout l'Est, elle n'a plus cette ligne de défense qu'elle avait avec le pacte de Varsovie, elle a son flanc sud avec la Turquie, qui est friable. Donc elle doit défendre essentiellement son territoire, elle n'a pas besoin de marine, elle n'a pas besoin d'aviation, si vous voulez, hormis l'aviation stratégique ou tactique qui va aller bombarder certaines cibles, elle n'a pas besoin d'envoyer des flottes. C'est pas elle qui va aller attaquer, elle est en position défensive et elle va bâtir toutes ses recherches militaires, toute sa défense sur ça, cette position défensive et cette réaction. Parce que même en contre-attaquant là, c'est une réaction. Et elle prend l'initiative, mais ça reste quand même, voilà, elle rend les coups de. Les USA étaient en avance avec leur concept de prompt global conventional strike dans les années 2000, c'est-à-dire frapper à n'importe quel point du globe et développer des armes pour cela, bien évidemment. Frapper à n'importe quel coin du globe, n'importe quelle cible, sans que cette cible puisse s'en sortir, eh ben, ce concept-là et les projets développés suite à cette décision, à cette doctrine qui a été établie au début des années 2000, ben, les USA ont perdu la main, beaucoup de projets se sont perdus en route, et finalement, en 2020, c'est les Russes qui ont 5 ans d'avance. En réagissant, l'antimissile d'un côté, je t'encercle, de l'autre côté, ah bah, t'as un bouclier antimissile, on va envoyer des missiles plus rapides. La Russie arrive à faire aussi bien que les USA avec 12 fois moins de budget. En fait, on va dire 4 fois moins, puisque avec sa maîtrise du rouble, quoique les USA ont la maîtrise du dollar aussi, donc non, on va continuer à dire 12 fois moins. Chacun sa doctrine, et ça, c'est important de le préciser avant de démarrer. C'est pas tout de parler des armes, il faut parler de la doctrine de chacun. Donc, je vous ai dit que la Russie avait une doctrine qui était proche de celle de la Chine, la France en a une autre, et les USA en ont une autre, puisque c'est une thalassocratie qui essaye d'être partout dans le monde et de diriger le monde. Le problème entre les Chinois, les Russes et les Américains, il n'est pas énorme. C'est juste que les Chinois veulent diriger toute la Terre, alors que les Russes et les Chinois, non, excusez-moi, les Américains veulent diriger toute la Terre, alors que les Russes et les Chinois leur disent, écoutez, on veut diriger notre zone. Vous venez pas dans notre zone. En fait, ça serait simple, hein. Ben, c'est ça le multilatéralisme d'un côté et l'unilatéralité de l'autre. Les Américains disent, c'est nous les patrons, on décide de tout, on a installé notre système financier, on a installé notre système tout court, le système tout court. Et les autres disent, non, mais nous, dans notre région, c'est nous qui voulons diriger. Mais on peut s'arranger. On se partage le monde en trois. Vous prenez tout ce qu'on ne prend pas. Nous, on prend notre zone. La Chine, elle prend sa zone et on se partage le monde en trois. En fait, c'est voilà, c'est juste une histoire de partage, hein. Poutine veut que le monde soit multipolaire, qui est 4, 5, 6 gros qui gèrent des zones. Gérer des zones, c'est faire en sorte qu'elles soient stables, que les pays ne se bouffent pas la gueule les uns entre les autres, intervenir comme il le fait en Syrie ou à jouer les entremetteurs. C'est ça, hein, c'est pas forcément un impérialisme qui est mauvais. C'est juste qu'un gros pays avec une grosse armée et une grosse économie a une fonction, a une fonction stabilisatrice. C'est ça le multilatéralisme. Et on prend les décisions à l'échelon mondial ensemble en faisant attention aux gens qui sont dans notre zone. La Chine, c'est pareil. Et la Chine aura, et je vous le montrerai, je vous le démontrerai, aura une doctrine militaire et surtout un développement impressionnant, hein, impressionnant, un développement militaire et technologique. Dans les années 80, l'armée chinoise, c'était une armée à deux balles, hein. C'était plein, plein, plein d'hommes avec des armes, des mitraillettes qui tiraient de partout. Et plein d'avions en tôle qui allaient dans tous les sens et qui étaient souvent des copies de MiG. Maintenant, c'est une armée technologique moderne, bien formée et redoutable.
Et eux sont capables de battre les Américains, même aux USA. En raison de leur nombre, en raison. Enfin, peut-être dans 10 ans. Peut-être pas de suite, de suite. Mais ils ont bâti, pareil, une doctrine qui joue avec le territoire. Les Russes, eux, c'est le pôle. Surtout que là, avec le réchauffement climatique, il y a des nouvelles routes qui s'ouvrent. Donc, pour eux, les Russes, c'est défendre par le pôle, sachant qu'il y a la Chine en bas, et par l'Alaska. Enfin, ce qui pourrait arriver de l'Alaska. Ça donne quoi concrètement? Ça donne, je développe un système, au lieu de développer de l'aviation hyper moderne pendant des années, pendant des décennies, je développe un système antibalistique. Puisque moi, je vais rester chez moi, ça va être les avions américains qui m'attaquent. Je développe des avions rapides là où je peux pas, comme des MiG-31, pour vite aller porter des missiles qui vont intercepter les bombardiers américains. Voilà ce que ça donne. Je développe pas trop mes avions, mes bateaux. J'ai pas de porte-avions. Je fais faire mes sous-marins dans les chantiers Nikolaev en Ukraine, et quand j'ai plus l'Ukraine, je suis emmerdé, je peux plus faire de turbine. Je perds des compétences là, mais c'est pas très grave. De toute façon, j'ai pas d'argent. Ça donne une autre manière de voir la guerre. Ça donne plus le bouclier que l'épée. Sauf que là, Poutine a changé de paradigme. Il a et le bouclier avec l'antibalistique, les S-400, les S-500, mais il a aussi l'épée maintenant. C'est en cela que ce discours a réveillé les consciences dans les armées des trois autres pays, surtout en Occident et surtout l'OTAN, qui s'est rendu compte que la Russie prenait le pas dans certains domaines. Elle peut frapper et se protéger. Beaucoup mieux en tout cas que les USA, qui eux peuvent certes frapper maintenant, mais ne peuvent pas se protéger. Quant à la France, bah la France c'est simple, c'est j'ai pas un rond, je suis tout petit, mais je veux rester avec les gros. Comment je fais? Mais j'ai plein de cerveaux. Alors comment je fais? Ben, il y a des domaines où je les laisse faire en avance, comme ça je vais les espionner, ou je vais acheter sur étagère et je ferai de la rétro-ingénierie, ça m'évite les coûts de développement. Il y a des domaines où je suis pas, ça sert à rien, comme les ICBM, les missiles intercontinentaux, c'est pas la peine d'en avoir. La France est dans l'OTAN, il y a les missiles américains, mais sans perdre de savoir-faire. Et il y a des domaines où il ne faut pas que je lâche, comme le laser ou comme le planeur, puisque moi aussi j'ai prétention à aller dans l'espace. Et si maintenant je vais pas bien, j'ai pas beaucoup d'argent, je pourrais avoir beaucoup d'argent et redevenir un empire dans pas longtemps. Et la course est à l'espace. Donc c'est des choix. C'est des choix qui sont faits, c'est avec le budget que t'octroie la BCE, puisque c'est elle qui fait la monnaie. Ces armes nouvelles, bah, c'est simple, hein. Elles utilisent des concepts comme l'hypersonique, la manœuvrabilité, l'imprévisibilité, la menace permanente, hein, la menace planante, l'aveuglement. Ah, t'es pressé, hein, t'as envie que je te les montre, hein. T'inquiète, ça arrive. Alors, écoute, on va te mettre déjà. Déjà, moi, j'ai envie de te mettre un petit peu les anciennes réalisations russes, hein, ce qui monte en puissance, hein. Là, tu peux voir tout un tas de choses, hein. Tu peux voir différents missiles balistiques, tu peux voir un sous-marin kilo, hein, appelé le trou noir, hein, qui est craint par les flottes de l'OTAN. Le Sukhoi 27 qui permettra qu'il y ait une base de développement. Alors, les Russes, très souvent, les Américains ont autant de projets qu'il y a de firmes privées du lobby industriel au militaire. Les Russes, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent une base, comme le Sukhoi 27 ou les S-125, et ils développent ensuite. Ils développent avec un coup d'amélioration. Le Sukhoi 27, ça donne le Sukhoi 30, ça donne le Sukhoi 35 en dessous. Des réussites technologiques qui ont ramené l'aviation russe à niveau. Le char Armata T-14, téléopérable. Le drone Altius. Le drone de combat Sukhoi 70 furtif. Et ouais, mais c'est ça la technologie. Je te rappelle qu'en Europe, il n'y a toujours pas de drone, hein. Il y a des projets, il y a le neurone, mais le neurone est un démonstrateur. Le système S-400, S-500, Poséidon, qui peut même, je crois, le S-500 peut accrocher certains missiles hypersoniques. Le Pantsir, le Buk, ça c'est les anciennes réalisations russes. Enfin, les anciennes. Ça a permis une remise à niveau. Et en 2018, il y a ça qui arrive. Alors, il y a d'autres choses, hein. Par exemple, le Sukhoi 70, c'est en cours. L'Altius, c'est en cours. Mais je pourrais aussi te parler d'armes à énergie dirigée. Mais on va se focaliser sur ces armes-là, puisque Poutine les a évoquées en 2018, enfin, il les a même montrées. Et j'aimerais maintenant, avec le recul, te montrer que, en fait, ce gars-là, quand il dit quelque chose, il le fait.
et que ce type, il est arrivé en 2000, l'armée russe, c'est une vieille armée. En 2020, c'est une armée hyper moderne qui a pris le pas, qui a pris de l'avance avec un budget d'à peu près 60 milliards de dollars face aux USA qui ont 12 fois plus. On se foutait de la gueule de l'armée russe en 2008 en Géorgie. Ah bon, n'empêche qu'elle a gagné en 2 semaines, hein. Oui, 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 voilà, hein. Et en 2020, les Américains s'arrachent les cheveux. Les principes, c'est simple. Les principes communs, c'est je vais très vite, personne ne peut m'arrêter, j'ai des trajectoires imprévisibles, je vais vite, je monte en haute atmosphère, je suis guidé, je tape. Je peux aller taper l'autre avec mon planeur. Avec ma torpille drone, j'ai une possibilité de deuxième frappe, même si mon pays explose entièrement et prend toutes les bombes américaines. Il y a ces torpilles drones. Je vais rentrer dans le détail ensuite. Donc je vais très vite, je lutte contre la chaleur, je tape. Je suis une menace permanente. C'est très simple en fait à la base. C'était juste qu'il n'y avait pas encore la technologie. Maintenant la technologie elle est là. Après il y a des subtilités. Voilà, le laser, j'aveugle des satellites. En matière de laser, les Russes ont récupéré leur retard. Ils n'ont pas innové. Ils ont récupéré leur retard par rapport aux USA. Après, tu peux t'apercevoir qu'il y a différents vecteurs qui seront embarqués sur différents supports. Avions, navires, la torpille drone crée un nouveau vecteur nucléaire. Les Russes avaient le train nucléaire, avaient les avions, avaient les sous-marins, avaient les sites de lancement d'ICBM. Maintenant, ils ont des torpilles drones nucléaires qui peuvent mettre devant des villes américaines. Je te rappelle que les principales villes de l'OTAN sont près de la mer. Hein, il suffit de mettre ces torpilles-là, de les cacher dans les hauts fonds. Un jour, tu les réactives. Hop, elles sont en réacteur nucléaire. Elles vont très très vite à plus de 200 km/h. Elles vont se poser à côté de la ville. Elles remontent, elles explosent. Il n'y a plus de ville. Et quand c'est pas une ville, c'est une flotte. Tu m'envoies ta flotte par le Pacifique et boum, une torpille, plus de flotte. Une flotte, c'est un porte-avions et une cinquantaine d'embarcations autour. Ah, c'est ça une flotte, c'est pas une flottille, hein. Tu as de l'hypersonique, tu as du discret, tu as de l'aveuglant. La Russie peut tirer sur des flottes, peut frapper en profondeur, peut aveugler les satellites qui guident, peut détruire des villes, peut tout, et les autres ne peuvent pas les arrêter. Et en plus, elle peut empêcher son territoire d'être attaqué, en tout cas de limiter la casse. Elle a les bombardiers stratégiques et les intercepteurs pour, elle a les systèmes antimissiles pour, donc il y aura très très peu de missiles qui passeront en face. Alors qu'est-ce qu'on a? On a en haut, alors je vais te le mettre bien, je te demande un instant, hop, hop, hop. On a un nouveau concept. Et ce concept-là, c'est rigolo parce que on nous le présente à chaque fois de manière différente. C'est un concept de planeur, mais certains vont l'utiliser comme missile en mettant une ogive dedans, et d'autres veulent s'en servir comme un bus à bombe. Le planeur que vous voyez, c'est le planeur avant-garde. Bus à bombe, planeur, distributeur de bombes, excuse-moi, missile à ogive, planeur. Il pourra servir à tout un tas de choses et moi je pense qu'il préfigure déjà à l'avion spatial, cet avion qui sera près des satellites et qui protégera les satellites. Cette flotte spatiale qui sera là en très très haute atmosphère, à la limite de la limite de l'espace, qui est la limite de Kármán, je crois, à 100 km. Au-delà, tu es dans l'espace. C'est une limite arbitraire. Ce sera des ogives nucléaires, bien évidemment, même si tu peux mettre des conventionnels. En fait, ce planeur est un planeur qui va à Mach 20. Mach 20. Il est tiré par un missile Sarmat, un gros missile, un énorme missile de plus de 100 tonnes. C'est l'ICBM, c'est celui qu'on appelle le Satan 2 et on va le voir. Donc le Sarmat, sans sa charge nucléaire bien sûr, le lancera. Il va à Mach 20 ensuite, il se met à planer. 24 500 km/h. Ça sous-entend, tu vois le bout, ça sous-entend une technologie contre le thermique, un bouclier thermique, donc une technologie spatiale. Donc il pourra servir à tout un tas de développements. Le danger, c'est qu'une fois qu'il plane, il a une trajectoire imprévisible, il peut tourner tout le temps qu'il faudra avant de plonger sur sa cible. Roscosmos à côté
travaille sur un avion orbital. Les Américains ont de l'avance en matière d'avion orbital parce ils ont un avion, je l'évoquerai dans la deuxième vidéo, qui vole en permanence. À la limite avec le spatial, qui vole en permanence. C'est un démonstrateur, il me semble que c'est le X-43. On en parlera plus tard. Donc, le planeur, il est lancé par un missile et ensuite il plane dans les airs. Il contourne les zones, il peut passer par où il veut. Il n'a pas une trajectoire balistique qu'un ordinateur puisse calculer. Et en passant, il peut balancer ses ogives Mirvé, c'est-à-dire dans une grosse ogive, il y a plein d'ogives nucléaires, et il peut être un distributeur à bombes qui pourra donc taper loin, taper stratégiquement sur des villes américaines, sur des grosses infrastructures, sur des centres de commandement. C'est un nouveau vecteur nucléaire. C'est pas un missile, c'est pas un ICBM. L'ICBM va sortir de l'atmosphère et rentrer en atmosphère et avoir une trajectoire en cloche. C'est pas un croisière, le croisière est à basse altitude et il est lancé différemment et il peut être nucléaire certes, mais enfin il est utilisé à des fins tactiques. C'est un planeur, un bus à bombe. C'est mieux qu'un missile, il est manœuvrable comme un croisière et il a la capacité d'un missile ICBM nucléaire classique avec toutes ses ogives merdées. C'est une nouveauté. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, qu'il monte à 80-90 km/h. Il tourne à 7,5 km par seconde. Il a une trajectoire qui n'est pas, voilà, qui n'est pas prévisible. Il est manœuvrable lorsqu'il revient en atmosphère. Lorsqu'il redescend un peu plus, on va dire en atmosphère, il est manœuvrable, vol horizontal, changement de trajectoire. Il est ininterceptable. Son bouclier thermique dure 20 minutes. Tient 20 minutes face à la chaleur. Alors que les missiles ICBM ont des boucliers thermiques qui tiennent entre 3 et 5 minutes. Donc vous voyez, technologiquement, en matière d'alliage, en matière de tout un tas de choses, il y a eu du progrès. Et ça, seule une nation spatiale comme la Russie peut avoir ce genre de compétences. C'est pas seulement une histoire de mettre un gros moteur et de lancer un truc. Il y a tout un tas de compétences en électronique. Regarde par exemple là, lorsqu'il vole, il y a une couche de plasma qui se forme. Il n'y a plus d'infrarouge qui peut passer. Comment tu le diriges? Il y a des questions qui se posent, hein. Il faut réduire sa vitesse pour le rendre plus maniable aussi. Il ne pourra pas toujours. À 20 000 km/h, il ne sera pas aussi maniable qu'à 900 km/h. Il aura des phases comme ça. Enfin voilà, il y a beaucoup, ça suscite beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau concept, à mi-chemin entre le bombardier stratégique, le missile de croisière, le missile intercontinental balistique et l'avion spatial. Et ça peut donner lieu à tout un tas de choses, comme l'avion sans pilote hypersonique aussi, sur lequel travaillent ces pays. Un autre? Écoute, on va se faire plaisir, hein. Je vais juste essayer de trouver. Oui, oui, parce que là, je galère un petit peu sur. Alors celui-là, il est excellent. C'est le Kinjal. Là, on a un missile air-surface. Avec le planeur, tu as en haute atmosphère, tu balances du nucléaire. Là, on a plutôt du tactique. Qu'est-ce que le Kinjal? C'est un missile hypersonique qui va à plus de Mach 5. Alors là, le Kinjal, lui, c'est plutôt, oui, plus de Mach 5. On l'annonce à Mach 10, hein, en fait. C'est un missile avec un système qui permet de glisser, la technologie Wave Rider qui fait que les ondes de devant, enfin ça sent la MHD, hein, pour te la faire simple, ça sent la MHD. La MHD russe, il est inarrêtable. Il a un Mach 10, oui, Mach 10, donc tu vois, c'est énorme, hein, c'est du 10-13 000 km/h. C'est un missile qui est porté par avion, qui est embarqué, qui est aérobalistique. Les missiles balistiques sont essentiellement tirés du sol. Ben là, c'est un missile aérobalistique hypersonique qui va très très vite. Les Israéliens ont le Rampage qui est subsonique. La plupart des missiles de croisière ou de ce genre de missiles aérobalistiques, en tout cas, sont subsoniques ou supersoniques pour des raisons de manœuvrabilité. Lui, il est hypersonique. Il est manœuvrable, il a une trajectoire imprévisible, il est inarrêtable. Et monté sur un MiG-31 qui va à 3000 km/h et qui est un avion très rapide et qui est là juste pour, en fait, c'est un porteur de missiles. Il va très vite sur zone et il lâche le missile. Le Kinjal permettra de détruire des flottes américaines, permettra de détruire des sites américains en profondeur, permettra de détruire tout ce qui approche du pôle ou du Pacifique. Tu peux mettre une charge nucléaire dedans, variable en tactique ou en stratégique, mais ça sera surtout du tactique, puisque pour le stratégique, tu as l'avant-garde, tu as le Sarmat et tu as tout un tas de trucs. Le stratégique étant ce qui va détruire des villes de l'autre côté, ce qui va détruire, ce qui va casser les reins de l'adversaire. Le tactique, c'est ce qui tape en théâtre d'opération ou à côté,
pour te la faire simple. L'avant-garde est en dotation. J'ai oublié de te dire, il a été testé, les tests ont été réussis en 2018, le 26 décembre. L'avant-garde est en dotation, le planeur, et le Kinjal est en dotation depuis cette année. Il y a des unités de MiG équipées de Kinjal. On l'appelle le tueur de flotte. Flotte navale, bien évidemment. Le Sarmat, un gros missile intercontinental, donc qui servira dans sa version conventionnelle à lancer le planeur avant-garde et qui servira aussi de dissuasion. On l'appelle le Satan 2. Sympa, hein? Le Satan 2. Attends, je vais essayer de t'en retrouver un autre. Non. Est-ce qu'on a ou pas? Non, on n'a pas. C'est pas grave. Le Satan 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en faut deux pour irradier la France. En fait, un seul de ces missiles détruit la moitié de la France. Ou l'irradie, en tout cas. Genre, tu le prends à Clermont-Ferrand, tu le sens encore à Lyon, quoi. Là, c'est du lourd. Alors, tous les missiles balistiques sont hypersoniques, hein, dans leur phase descendante, hein. L'avantage du Sarmat, qu'est-ce qu'il apporte comme concept technologique nouveau? C'est que c'est un missile qui, que je ne te dise pas de bêtises, qui bénéficie de contre-mesures électroniques comment dire ça, il a enfin, voilà, il a une portée inférieure à 20 000 km. Il peut tourner, passer par l'épaule, revenir et esquiver toutes les zones antimissiles américaines, là où ils ont leurs gros dispositifs. Donc il n'a pas une trajectoire balistique. Il y a des mesures, des contre-mesures électroniques aussi qui font qu'il pourra aussi éliminer tout un tas de choses. Il ne pourra pas être brouillé. Il a une trajectoire imprévisible et quand il tombe dessus, tu ne peux plus l'arrêter, hein. Je vous rappelle que les missiles balistiques, on ne peut pas les arrêter une fois qu'ils sont en phase descendante. Ça va trop vite. Il n'y a qu'en phase montante et au milieu que des systèmes comme le THAAD peuvent les arrêter. Une fois que le missile, la cloche va vers le bas, c'est fini. Mais jusque-là, ils avaient une trajectoire en cloche qu'on pouvait anticiper. Lui, il a une trajectoire de croisière. C'est 100 tonnes là que vous voyez. Je vais essayer de vous en mettre un autre parce que pour vous donner vraiment une idée du bestiau. Non, non, mais c'est du gros bestiau en plus, hein. Alors, on va essayer de mettre celui-là. Alors là, on te dit 20 tonnes, c'est 20 tonnes, c'est la charge, hein. Parce que c'est 100 tonnes, hein, qui fait. Cette arme est en dotation. Elle est prête à frapper. On poursuit. On va poursuivre. Un drone torpille. Alors c'est une grosse torpille, hein. C'est pas de la petite torpille de sous-marin, c'est de la grosse torpille. À l'intérieur, il y a une charge nucléaire. Il y a un réacteur nucléaire. Elle est lancée par, je vais te dire par quel type de... C'est un sous-marin bien spécial qui la lance. C'est le Belgorod qui a été mis en service en 2015. J'essaie de retrouver sa photo au Belgorod. Euh, je ne la vois pas là, c'est pas très grave sinon. Donc la torpille c'est simple, elle va dans les hauts fonds, elle bouge pas. Un jour, s'il y a besoin, ou alors on peut même la précommander, elle se rallume, elle va à plus de 200 km/h, elle est furtive, elle va se poser à côté d'une ville américaine, genre New York, et elle explose. Ou elle va se poser au milieu d'une flotte, elle remonte en surface et elle explose. Avec une charge nucléaire. Ça, en plus d'être de deuxième frappe, en plus d'être traite, parce que là, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, sur leurs milliers de kilomètres de côte, avec toutes les anfractuosités marines, avec tous les dénivelés, tout ça et tout, ils doivent tout fouiller pour essayer de trouver quelque chose qui est furtif, que tu ne peux pas détecter. Et s'ils en ratent une, ils perdent une ville, parce qu'il suffit d'une torpille pour une ville, hein. Je veux dire, tu mets la charge nucléaire qu'il faut, ça te fait péter une ville, hein. Tu mets un mégatonne, c'est bon, c'est réglé. C'est pas un missile qui va leur arriver et qui surveille. On ne sait pas où elle est, à tout moment elle peut remonter devant San Francisco et elle peut péter. C'est un nouveau vecteur nucléaire, c'est un nouveau support pour porter l'arme nucléaire chez l'adversaire. C'est un vecteur qui est... en plus, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même... c'est terre, air, mer, sous la mer et dans le spatial.
Voyez aussi pourquoi c'est nouveau. Quelle que soit la dimension, que ce soit la dimension sous-marine, la dimension marine, et on va le voir avec le zircon aussi, qui utilise de l'hypersonique, et le bourrésphonique, oiseau de tempête, missile de croisière, qui peut utiliser aussi le nucléaire, sur terre, sur mer, sous mer, dans les airs avec le Kinjal, et dans l'espace, on peut avoir de l'hypersonique, on peut avoir du nucléaire, on peut avoir de l'imprévisible, on peut avoir l'inarrêtable. C'est en cela que c'est un vieux concept de torpille qu'on réactive et hop, et on en fait quelque chose de fatal. Parce que même si les USA frappent en premier les Russes, ils auront toujours dans les mers des sous-marins, ils auront toujours des systèmes de deuxième frappe enterrés en Sibérie qui lanceront des missiles automatiquement. Parce qu'ils auront reçu un message, parce que je ne sais comment. Ce qui veut dire que même si tu les détruis, tu seras détruit. Même si tu le tues, après son pistolet te tire dessus. Il est programmé pour ça. C'est en cela aussi que c'est un concept. Comment tu veux lutter contre ce genre de torpille? C'est déjà installé. Comment tu peux surveiller des millions de kilomètres carrés de mer sur des profondeurs énormes en plus, de plusieurs kilomètres, même en haut fond, parce que ça va se cacher dans les hauts fonds. Et on va pas le mettre tout de suite devant une ville. On va le mettre, je sais pas, à Bimini ou un truc, à un endroit où il n'y a pas les sous-marins américains ne passent pas. Et à un moment donné, cette torpille, elle ira directement. Parce que bien évidemment que les Américains vont fouiller sur des kilomètres autour de leur grande ville, vont installer des systèmes. En plus, c'est pas forcément des hauts fonds. Plus tu te rapproches de la Terre, voilà, plus le fond est. On poursuit. Là, on va poursuivre. Alors, le Poséidon, donc c'est une arme de deuxième frappe. Hein. Voilà comment s'appelle ce drone avec une charge nucléaire. Est lancé par le sous-marin Belgorod, mis en service en 2015. Donc c'est à la fois, c'est plus qu'une torpille, voilà, c'est un missile nucléaire sous-marin. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Que les Russes essayent de développer ce vecteur pour l'embarquer sur des avions. Non, je te dis des bêtises. Oublie ce que je viens de te dire. Et on va passer au Bourevestnik, oiseau de tempête. Ce missile-là, par contre, connaît des problèmes. Il n'est pas en développement. Il y a eu en 2019, il y a eu un accident lié à ses essais. Voilà, une image de l'accident lié à ses essais. Hein. Je crois que c'est en Sibérie. En tout cas, il y a eu plein, plein, plein de radioactivité ensuite. C'est un missile de croisière, un réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'il peut naviguer. Et donc il a une portée illimitée, il peut passer par les pôles. Il est subsonique, là il n'est pas hypersonique, mais il a une portée illimitée, il est manœuvrable. C'est pas le Tomahawk qui part, qui suit une trajectoire, qui tourne un peu, qui y va. Là c'est quasiment, il peut se balader, aller faire les courses, revenir. C'est un surface-surface. Je pense que ça va être le remplaçant du calibre. Il y aura une version conventionnelle et une version nucléaire. C'est très compliqué à arrêter ce genre de missile. C'est beaucoup, c'est arrêtable, mais c'est très compliqué à arrêter. Il sera embarqué sur avion, MiG-31. Il sera sur bateau aussi, je pense. En fait, il sera utilisé par toutes les plateformes. Voilà, un nouveau missile de croisière. Il n'est pas proprement, c'est pas non plus la Révolution française. Mais là, c'est une remise à niveau. Parce qu'en face, c'est Tomahawk, ou c'est des scalps. Donc c'est une remise à niveau et un missile qui est légèrement en avance. Mais qui n'est pas encore en dotation. Et puis il pose des questions. Est-ce qu'il sera opérationnel ou pas? Je vous rappelle qu'il va falloir le stocker, qu'il a un réacteur nucléaire, et donc ça sous-entend une protection pour ne pas être irradié. Hein, si tu le stockes sous un avion encore, hein, si tu fais vite ça va, mais si tu le mets dans un sous-marin ou ailleurs, euh, pour l'instant les Russes ont des calibres, des missiles de croisière qui sont aussi performants, voire que les missiles OTAN, équivalents, comme le Scalp, Storm Shadow hein, pour les Anglais, mais c'est un Scalp français, ou comme le Tomahawk. Le calibre a juste l'avantage de ne pas avoir besoin d'une grosse plateforme de tir, puisque tu peux tirer des calibres avec une précision décamétrique, je crois, voire même métrique. Tu peux les tirer de corvettes, de bateaux beaucoup plus petits que les Tomahawk américains, qui supposent au moins des frégates. Ça, c'est un avantage, donc tu peux le faire tirer par. Voilà, tu as le missile, tu as la charge dans le missile, et tu as aussi ce qui va, le lanceur du missile. Et ça, c'est important. Quand tu as un missile, par exemple, la France a fait le choix d'avoir un missile standard, comme le missile de croisière navale, que tu peux transformer en missile sur la Terre, etc. Voilà, quand tu standardises, tu économises.
Mais il faut que ton missile, tu puisses l'utiliser avec plusieurs armes différentes, quoi. C'est voilà, c'est le sous-marin, le lanceur érecteur, l'avion, c'est le pistolet. Et le missile, c'est la balle. Et on a ce qui terrorise, en plus du Kinjal, ce qui terrorise les flottes. Alors, je ne l'ai peut-être pas là, je vais essayer de te le trouver. Oh, le beau bateau. Le Zircon. Là, c'est du mer-mer. Le Zircon. Un missile anti-navire hypersonique. Missile de croisière, mais anti-navire. Aucune flotte peut l'arrêter. Donc un tueur de porte-avions, Mach 8, 500 km de portée. Donc la seule chose à faire, c'est d'empêcher les bateaux qui ont ce missile d'approcher à plus de 500 km. T'as pas le temps de l'arrêter. Il est en service depuis 2018. Les Russes avaient déjà le Brahmos, qu'ils développaient avec l'Inde, Mach 7. Maintenant, ils ont le Zircon. Entre le Zircon, qui est posé sur des navires et éventuellement sur des sous-marins, et le Kinjal, qui est monté sur des MiG-31 qui va vite, voilà quoi. Si t'as une flotte, si t'es une flotte américaine et que tu es en mer de Chine, je te conseille de baliser un petit peu, quoi. Surtout en plus si tu mets des missiles anti-navires sur des sous-marins comme le sous-marin Kilo, qu'on appelle le trou noir, sous-marin russe, diesel électrique, qu'on a retrouvé au milieu d'une flotte américaine sortie à plusieurs reprises. Ils l'appellent le trou noir, ouais, on n'arrive pas à le détecter. L'avantage ici, bah écoute, c'est la France a du supersonique, les USA ont du supersonique. Il y a des missiles hypersoniques, bien évidemment, mais là on parle d'anti-navire, on parle de gros missiles qui peuvent détruire un navire sur un ou deux coups. Je ne parle pas de petits missiles que tu peux lancer à côté. Alors tu remarqueras que c'est toujours les mêmes gueules, hein. En fait, tu vois, c'est une sorte de véhicule qui glisse sur des ondes. Il doit utiliser la MHD et à l'intérieur tu as le missile. En fait, c'est des sortes d'étuis, hein. La technologie hypersonique utilisée par les Russes et utilisée par les Américains, c'est le glide boost. C'est une sorte d'étui qui véhicule ton missile. Le zircon est un cauchemar. Les Russes ont l'avantage, en cas de bataille navale, avec leurs avions, en tout cas peuvent comment dire ça, avec leurs avions, avec leurs antimissiles, avec leurs zircons, peuvent bloquer une zone entière, d'interdire l'accès de cette zone. Qu'est-ce qui nous reste? Il va nous rester. Alors là, les Russes n'ont pas pris d'avance, mais en tout cas, ils ont limité leur retard. Il va nous rester, écoute, faire un peu de ménage. Le laser, je ne le vois pas le laser. Le laser russe, les Russes étaient en retard en matière de laser. Où est le laser russe? Alors en matière de laser, les Américains sont en tête. Le problème qu'ont les Russes et les Américains, certes, les Américains ont embarqué un laser sur l'US Ponce et font des tests. Les Russes viennent de mettre ce laser, le A60, qui est un vieux projet de 77. Le problème en matière de laser, ce ne sont pas les lasers de la guerre des étoiles. Ces lasers peuvent intervenir que sur des cibles fixes ou des cibles qui bougent peu. C'est une histoire d'impulsion. Il y a un problème, il faut quasiment, j'exagère quand je dis ça, mais il faut quasiment une centrale pour les alimenter en énergie. Et donc, ils ne peuvent pas intervenir tout le temps, et notamment par temps humide. Donc pour l'instant, on les embarque sur des bateaux, on fait des tests, mais dans 10-15 ans, le rêve, c'est d'avoir des lasers embarqués sur un Boeing, par exemple, comme les Américains, sur un gros Boeing, qui puissent tirer sur des cibles, comme des avions, et les abattre. L'idée serait d'avoir des lasers de l'espace qui puissent, de l'espace, un satellite qui te lance un laser, comme un peu dans les films de science-fiction, qui te lance un laser, pim pam poum, et hop, qui détruit une ville ou qui détruit un bâtiment. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Les Russes ont récupéré leur retard. Ils avaient ce A60, c'est un vieux projet de 77 qui a été abandonné en 93 et qui est réapparu en 2003 parce que je pense qu'il y avait la technologie ou l'argent pour. Sokol échelon. Ce laser peut être porté par camion. Voilà une image Spoutnik. Est-ce que j'ai des images du laser avec son gros camion? Non, non, parce qu'il faut vraiment. Je veux dire, c'est pas très très pratique, quoi.
Qu'est-ce que je peux te rajouter d'autre? Que les tests ont été conclus en 2009. Donc c'est un laser 1LK 220 monté sur Proto à 60 qui fonctionne quand même depuis 2015-2016, mais qui frappe. Mais en fait, l'utilisation de ces lasers pour l'instant, elle se veut anti-satellite. Voilà, parce qu'un satellite, tu peux fixer ton laser, lancer, émettre, et donc faire en sorte d'attaquer ses capteurs ou de brouiller ses capteurs. Les Chinois, et je t'en parlerai dans la deuxième vidéo, ont eux testé leur laser sur des avions Poséidon, mais c'est une technologie qui n'est pas encore au point et qui ne peut pas détruire. Hein. Tu vas pas, ça va chauffer un laser, ça va chauffer un milieu. Tu peux pas détruire une coque avec un laser. Tu peux juste emmerder des capteurs, des senseurs, de l'électronique. Et donc pour l'instant, voilà, ils travaillent dessus. C'est ça aussi un projet militaire. On aimerait avoir quelque chose, on crée quelque chose qui est très limité. Petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut en faire aussi autre chose auquel on n'avait pas pensé. Et puis ça avance progressivement, et puis on va découvrir un nouveau truc, un nouveau machin. Bon, voilà. Les Russes développent aussi un avion sans pilote, hypersonique, hein, du même type un peu que celui qu'ont les Américains, le X-51 Wave Rider, et puis les essais qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Que les Russes essayent aussi de développer, ça n'a pas encore été dit, de l'anti-aérien, une défense anti-aérienne hypersonique. Le nom du laser, Peresvet. Alors, anti-missile, anti-satellite, anti... Bon, mais pour qu'il t'arrête un missile, il faut quand même du temps. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas encore opérationnel. Mais ça travaille. Voilà, je t'ai montré un petit peu toutes les armes russes. D'ailleurs, on va les remettre, hein, parce que c'est... On va les remettre. Euh, Ben donc c'est très simple. En 2018, Vladimir Poutine, ne bluffez pas. En 2000, Vladimir Poutine arrive, la Russie est sinistrée, son armée est vétuste, elle fait rire tout le monde. En 2020, Poutine fait peur à l'OTAN, fait peur à tout le monde, a un armement, il l'a dit, il l'a fait, a un armement hyper moderne, a pris de l'avance. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Voilà, la conclusion, elle est là. Il y a un trou capacitaire dans les armées de l'OTAN. Elle le comble avec d'autres. Voilà, les Américains, bien sûr, ils vont lui dire tu nous envoies des missiles Kinjal ou Zircon, moi je t'envoie des bombes atomiques, ça va être vite réglé. Donc globalement, la dissuasion, elle existe encore. Elle est là. Mais les Américains, depuis 2000, ont lancé tout un tas de projets coûteux. Certains n'ont pas abouti, ont dépensé beaucoup d'argent, se sont enlisés dans des guerres asymétriques avec des petits pays, l'Irak, enfin ils se sont installés un peu partout, c'était des guerres asymétriques, ont arrêté des projets comme le X-51 et s'en mordent les doigts, ou certains projets comme le pardon, HSCW dont on parlera, pour les réactiver ensuite, pour les arrêter. Ils ont perdu beaucoup de temps, ils ont perdu aussi de la capacité, du savoir-faire. Ce qui fait que là, à l'heure où je te parle, en 2020, les Russes ont entre 2 et 5 ans sur tous les autres pays, puisque leurs armes sont en dotation, le A-60 est en dotation, le Sarmat est en dotation, le Poséidon est en dotation, le planeur avant-garde est en dotation, le Kinjal est en dotation. Il y a juste que l'oiseau de tempête qui ne l'est pas. Mais il y a d'autres missiles, hein, ils ont du granit, ils ont du missile de croisière, ils ont le calibre, ils ont de quoi faire. Donc avec du recul, on s'aperçoit que oui, ces armes étaient... Parce que moi, j'avais émis un doute la première fois. Tu pourras aller voir les vidéos que j'ai faites en deux parties. J'ai juste dit, attendez les gars, la plupart de ces armes, elles sont en expérimentation pour l'instant. On ne sait pas ce que ça donne. Attendons un peu. Voilà ce que j'avais dit. Et j'ai attendu, je m'aperçois que ce qui a été promis est là. Est-ce que certaines de ces armes ont été testées ou pas? Non. Enfin, elles ont été testées, mais pas... Il y a test et test. Elles sont concluantes. Elles sont en dotation dans des régiments russes, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à l'emploi. Maintenant, elles ne sont pas en dotation, elles n'ont pas été testées dans le dur, en combat. C'est la phase d'après. Elles ont été testées dans les conditions proches, mais elles n'ont pas été testées en combat. Et c'est ce qui m'amène à l'intervention en Syrie. La Russie a pu, avec ce budget, développer, résorber son retard technologique et même développer une certaine avance technologique, développer des armes nouvelles qui lui donnent l'initiative pour 10-15 ans, facile.
Et là, je pense qu'elle a pris de l'avance parce que je vous rappelle qu'elle, en matière de défense antiaérienne, les Russes sont balèzes. Avec un budget moindre, comment dire ça? Je cherche mes mots parce que c'est. Il y a une nuance. Peu importe, ça va me revenir. Quoi qu'il en soit, cette avance qu'ils prennent là, ils peuvent la maintenir dans autre chose, à faible coût. Oui, je reviens à ce que je voulais dire. Je m'excuse, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas aussi de l'enregistrement. Leur intervention en Syrie, la Syrie, c'est 63 000 hommes, mais c'est 213 équipements, 213 ou 217 équipements. Euh, la Syrie, c'est 3 à 5 millions de dollars par jour. Voilà ce que ça coûte aux Russes. Ils ont 63 000 hommes. C'est 63 000 hommes qu'ils entraînent en combat, en grandeur nature. C'est du matériel qui est testé. C'est 213 ou 217 matériaux et équipements testés. C'est le Sukhoi 57 qui est testé dans le dur. C'est les S-300 qui sont testés. C'est les S-400 qui sont testés. C'est les Pantsir S-2 qui sont testés. Et on a pu voir qu'ils avaient une faille. Donc même les failles, c'est bénéfique. C'est les Buk M2 qui sont testés. On a pu s'apercevoir qu'ils étaient très bons en situation réelle. C'est les Krashuka. Ce que je veux dire, c'est que entre les 3 à 5 millions par jour qui ont été dépensés, on aurait dépensé 10 fois plus pour faire des tests, pour mettre dans les mêmes conditions ces équipements-là. C'est de l'exportation. C'est des MiG-31, des Crashwa, des Polyana, des Sukhoi 30, des Sukhoi 34 vendus. En fait, c'est une opération bénéfique. La Russie n'a pas d'argent, mais elle a beaucoup de savoir-faire. Donc voilà comment elle procède. Elle vend du matériel pour pouvoir développer sa recherche. C'est du S300, c'est du S400 vendu à gogo. Et pendant ce temps, la Russie est au S500, voire S600. Elle est déjà à la sixième génération d'avions. L'intervention en Syrie, c'est un investissement, oui, de 3 à 5 millions de dollars. Mais je pense que ça a apporté le double par jour. C'est une base gratuite, c'est une deuxième base gratuite, une base navale gratuite, c'est des contrats à l'exportation pour les entreprises civiles russes, c'est tout un tas de choses. Quand je te dis oui, je pense qu'ils ont engrangé beaucoup plus, 10 fois plus. Et la Russie, c'est comme ça, cet argent servira à permettre d'autres recherches. Et ils font du chirurgical. Et on va chercher là pour développer ça, pour faire ceci. C'est des échecs. C'est pas on va lancer 4 projets sur un avion hypersonique capable d'atteindre Saturne et de revenir avec un café chaud. Ça, c'est plus les Américains. Et puis à la fin, il n'y a aucun avion qui est développé, quoi. Tu t'aperçois que, bon. La Russie, c'est pour développer, par exemple, un avion, c'est créer le MiG-35, qui est un avion correct, mais enfin voilà, de quatrième génération plus. Créer le MiG-35 pour le vendre à l'exportation, un appareil technologique moyen, mais qui se vend en tout cas pour des armées moyennes, et ça fait de l'argent pour développer un autre MiG. Donc oui, depuis 2018, en fait, le discours de 2018 était un discours qui n'était pas du bluff, contrairement à ce qu'ont pu dire certaines personnes. C'était un discours qui annonçait quelque chose qu'on peut vérifier aujourd'hui, et on peut dire que c'est quasiment du 100%, parce que lorsque tu développes des armes à haute valeur technologique comme celle-là, et que tu arrives à respecter ton calendrier, certaines armes pour les Américains, vous le verrez, elles n'ont pas fini la phase de test 2 et elles rentreront en phase de test 3 en 2022. D'autres ont été annulées parce qu'elles ne fonctionnent pas. Il y a tout un tas de problèmes. Là, à part le oiseau de tempête qui connaît des soucis, toutes les autres armes sont opérationnelles, sont performantes. Et là, c'est plus le test. Là, la seule chose qui reste maintenant, c'est de les fabriquer. Voilà, c'est fabriqué en masse, ce genre d'armes. Elle coûte cher. Tu ne pourras pas avoir 10 000 missiles Kinjal. Les missiles Kinjal, je pense que si t'en as, voilà, je pense qu'ils vont en faire 50 ou 100. C'est pas beaucoup. Il faut voir qu'un Kinjal nucléaire, avec un mégatonne, ça détruit une flotte. Et c'est ça qui importe. Voilà, donc je l'ai fait un petit peu longue cette vidéo, mais c'est pas plus mal. Euh, dans la deuxième vidéo, on parlera surtout de la Chine et de la France. Et éventuellement, on verra pour pas surcharger. Je vais voir si je fais 2 vidéos ou 3 vidéos, mais éventuellement, non, je préférais faire une troisième vidéo et ne parler que des USA avant de conclure. Voilà, donc les armes russes 2 ans après. Et
De belles armes quand même, hein, de belles armes. Enfin après, bon, oui, ça tue les armes, c'est pas bien. Voilà. Vos commentaires sont prêts à prouver et puis bah, les autres vidéos arrivent dans la semaine. Je prends mon temps en ce moment pour faire des vidéos, hein. Puis là, je vais faire des vidéos Patreon. Je prends mon temps tranquille, hein, pour faire des vidéos. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais au moins ça permet d'illustrer, tu vois, ce genre de vidéo là, ça permet d'illustrer, ça permet de... Voilà, les nouvelles armes russes. Allez, à la prochaine.